c'est d'avoir confiance en soi. C'est de dépasser ses peurs, de surmonter ses craintes, d'avoir le courage et la résilience qui vont nous permettre de tout accomplir. Bonjour, alors c'est votre hôte Dani Ross. Aujourd'hui je suis émue et tellement contente de vous présenter une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle s'appelle Caroline Godsey. Vous allez découvrir, elle est brillante, elle est fonceuse, elle est charmante, elle est belle aussi. Alors je vais vous la présenter. Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Dani, merci de me recevoir. Voilà. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Caroline, mais je voulais juste vous dire, si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit clic, car vous savez que c'est grâce à vous que je peux continuer à partager de la vie inspirante, intéressant, qui peuvent même vous aider dans votre chemin de vie. Alors, à toi la parole. Qui est Caroline? Écoute, c'est très gentil. Alors, je vais m'adresser à la caméra. Je suis Caroline Godsey. Je suis présidente fondatrice de la gouvernance au féminin, qui est une organisation dont la mission est de soutenir les femmes dans leur développement de leadership, leur avancement de carrière et leur accession dans des conseils d'administration. Alors, c'est ce que nous avons fait pendant de nombreuses années jusqu'à se rendre compte que ces femmes que nous formions, ces femmes que nous mentorions, retournaient trop souvent dans des milieux qui étaient traditionnellement bâtis, conçus par des hommes pour des hommes et vivaient certaines frustrations. Et donc, c'est là que nous avons décidé qu'en fait, au-delà de soutenir les femmes, et pour avoir un réel impact sur l'équité, il fallait soutenir les entreprises sur le chemin de la parité. Et pour ça, il fallait donc créer une certification, qui est la certification parité, qui permet aux entreprises de mieux comprendre où elles se situent sur le spectre de la parité et de réellement instaurer un milieu beaucoup plus inclusif avec des politiques et des initiatives qui permettent aux femmes et à toutes les femmes, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que les femmes, qu'elles soient des femmes caucasiennes ou qu'elles soient des femmes issues de l'immigration, LGBTQ, des femmes qui vivent avec des handicaps, permettre à toutes les femmes de progresser et ce, au même rythme que leurs collègues masculins. Alors ça, c'est pour mon volet plus professionnel, qui je suis en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'individu. Je suis une femme libanaise, une immigrante, très heureuse d'être au Canada depuis 30 et quelques années et je suis une passionnée. Voilà. Oui, alors vous voyez, belle introduction d'une femme très passionnée. Mais Caroline, raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment tout ça a commencé? Cette petite enfant qui a voulu, très jeune déjà, qui a senti qu'elle voulait aimer les femmes et enfin aider les femmes. Raconte-nous tout ça, ton histoire. Alors écoute Dani, j'ai eu un parcours qui est plutôt hors norme, bien hors de mon contrôle parce que je suis née à Beyrouth et j'ai grandi dans la guerre civile du Liban. J'ai vécu des choses assez difficiles, mais je pense que ma personnalité qui est très enjouée, très positive, très optimiste, comme beaucoup de Libanais d'ailleurs, a fait que j'ai pu surmonter beaucoup de choses, mais quand même, je dois te dire que dans mon enfance, que je voyais les injustices que je voyais, je les vivais difficilement. Et les personnes qui étaient le plus victimes d'injustice, c'était les femmes. Et particulièrement au Moyen-Orient, on le sait, jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont encore vraiment traitées avec peu d'égard à comparer aux hommes, donc ça n'a pas énormément changé malheureusement. Mais c'est à cette époque-là, parce que je suis d'une famille très progressiste, parce que j'ai une mère qui a toujours été féministe, peut-être sans le savoir en fait, et que j'ai grandi donc dans un milieu qui m'amenait à avoir des valeurs très différentes du monde qui m'entourait. Okay. Et j'aspirais réellement à un jour vivre en Occident, comme on dit, et vivre dans un milieu non seulement de sécurité et de paix, mais aussi d'équité. Pour moi, c'était essentiel. Tu as senti ça
toute petite. Mais ce sentiment d'injustice, il m'a assailli très jeune. Très jeune. Je ne me doutais pas du tout à l'époque que ça deviendrait une mission de vie. Une mission et une carrière. Mais quand on s'est parlé, tu m'as parlé aussi du rôle important de ta maman qui t'a dit que tu étais un petit génie. Alors ça, est-ce que ça, tu penses, ça a eu vraiment un pouvoir sur ta manière d'être? Ça t'a donné une confiance? Oui, je pense que sincèrement, ça a fait une grosse différence dans mon parcours, mais je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. Et ce n'est que tardivement que j'ai pris conscience lorsque je me suis mise à faire des recherches sur certains thèmes, parce que ce soit TEDx qui m'avait demandé de faire une conférence sur le thème de la résilience, que ce soit LinkedIn Learning qui m'ont demandé de faire un atelier sur le syndrome de l'imposteur. Et c'est donc à travers toutes ces recherches que j'ai réalisé jusqu'à quel point j'avais une chance inouïe. Parce que même si à un très jeune âge, je me suis retrouvée toute seule, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, je vivais seule à Paris, sans mes parents, sans argent. Mes parents étaient restés à Beyrouth et la guerre était encore vraiment à son summum. Mais ces mots que ma mère me disait régulièrement, qui étaient « tu es un petit génie Carolinette », parce que c'est comme ça qu'elle m'appelait, eh bien à l'époque, pour moi, c'était, je n'y pensais pas plus que n'importe quel enfant qui se fait faire n'importe quel compliment par sa mère. Et puis on pense toujours à ma mère, c'est sûr, c'est ma mère, ma plus grande fan, c'est normal. Mais je pense sincèrement que ça, couplé avec le fait que mes parents m'ont dit pendant la guerre du Liban, écoute, tu vas t'en sortir, va à Paris, on sait qu'avec ta débrouillardise, ta capacité à tisser des relations, des liens, ta capacité à convaincre les gens, tu vas t'en sortir, ce sera moins dangereux que de rester ici. Et je me suis dit, bah, si mes parents pensent sincèrement que c'est la bonne chose à faire, malgré les critiques, parce qu'au Liban, aussi progressiste, 17 ans, aussi progressiste soit ma famille, les gens ont critiqué. Les gens ont dit, vous êtes inconsciente, la laissez partir, elle va mal tourner, etc. Et finalement, je pense que le simple fait de sentir cette confiance de la part de mes parents et leur amour inconditionnel, je pense que ça m'a donné des ailes. Certainement. On dit toujours pour élever un enfant, s'il a les racines et après les ailes, c'est tout ce qu'il a besoin. Exactement. Ouais. Donc, tu es à Paris et raconte-nous, quand est-ce que tu arrives à Montréal? Alors, Montréal, en fait, ça a été en 2 épisodes. Une première fois, j'étais venue avec mes parents de l'âge de 11 à 15 ans. J'ai vécu 4 ans à Montréal à l'époque et je suis rentrée à Beyrouth. Et c'était quand même 4 années très marquantes pour moi parce que je pensais que c'était ma nouvelle vie. Je me suis établie ici, pensant que nous ne quitterions plus jamais Montréal. Je me suis fait beaucoup d'amis et des amis qui, 40 ans plus tard, sont encore mes amis. Des gens dont je suis encore très proche. Ouais. Mais non, malheureusement, la vie en a voulu autrement. À l'époque, Bachir Gemayel avait été élu président de la République libanaise. Un président qui était vu comme quelqu'un qui allait rallier autant les chrétiens que les musulmans et donc qu'il allait nous amener vers la paix. Et mes parents ont donc décidé de rentrer dans leur pays, ce qui est normal. On a tous besoin de retrouver nos racines et notre terre. Et donc, nous sommes rentrés au Liban. Et 2 ans plus tard, évidemment, la situation était telle qu'à ce moment-là, il a fallu repartir. Je suis partie d'abord avec ma mère à Paris, qui m'a donné un petit coup de pouce quand j'avais que 16 ans, en habitant cette année-là avec moi. Puis ensuite, elle est rentrée à Beyrouth et elle m'a dit, écoute, je te mets dans un foyer pour jeunes filles, de bonnes sœurs, et tu pourras finir ta dernière année, ta terminale, et avoir ton bac. Et ben, j'ai tenu même pas 3 mois dans ce foyer de bonnes sœurs, et je suis partie. Je suis partie à la recherche d'un appartement, d'une chambre de bonne, et finalement, pour n'importe qui a déjà cherché un appartement à Paris, c'est trouver une aiguille dans une botte de foin sans feuille de paye, sans argent, mais j'ai réussi. J'ai trouvé un propriétaire qui a bien voulu me faire confiance et croire en moi et qui m'a loué donc voilà, sa chambre de bonne sous les toits de Paris. C'était merveilleux, même si c'était minuscule, probablement la taille de mon placard aujourd'hui. Mais c'était mes années de liberté et de militantisme et j'étais très heureuse. Ouais. Et alors là, après Paris, tu décides de venir à Montréal. Eh ben, j'ai vécu plusieurs années à Paris. À l'âge de 17 ans, en fait, je me suis installée avec un garçon de 17 ans qui était mon petit copain. 4 ans plus tard, on s'est mariés.
Donc très jeune, à 21 ans, je me suis mariée. Et 1 an ou 2 plus tard, nous sommes venus ensemble s'installer à Montréal. Et mes parents qui étaient à Beyrouth pendant toute cette période-là, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé, en fait c'est plutôt dans l'autre sens, mes parents ont décidé de revenir s'installer à Montréal et j'ai donc convaincu mon mari de l'époque de venir également vivre ici. Ok. Et alors donc, quand est-ce que tu as commencé donc cette carrière pour les femmes? Quand est-ce que ça a été évident? Alors, ça a été quoi le wake-up call de tout ça? Alors pour moi, en arrivant ici, je voyais vraiment le Canada comme une terre d'équité. Et j'ai vraiment fait avancer ma carrière très rapidement. Il y a même eu un article d'ailleurs dans le journal Les Affaires, une vidéo aussi, une entrevue qui parlait de mon parcours et dont le titre était Caroline Coetzee, le cran de gravir les échelons. Et à cette époque-là, je m'étais dit, je me rendais même pas compte, je m'étais dit, mais c'est tout ça pour moi, c'est normal, c'est naturel, j'ai foncé. Et en fait, je n'avais pas tous ces biens conscients que les petites filles ont souvent de penser je suis pas prête, je ne peux pas, etc. Moi, dans mon esprit, au Liban, on ne peut pas grand-chose en tant que femme, mais ici, on peut tout. Alors, je n'ai absolument pas laissé le moindre obstacle, la moindre barrière. J'ai adopté un certain nombre de comportements qui sont habituellement plus masculins. J'ai gardé ma féminité, j'ai gardé mes valeurs féminines, mais j'ai ajouté certaines, disons, caractéristiques de leadership peut-être plus masculin, dans ma façon de m'affirmer, dans ma façon de réseauter, dans ma façon de négocier, dans ma façon aussi de faire du développement des affaires. Et donc ma carrière a été assez fulgurante jusqu'à ce que je me retrouve vice-présidente, puis vice-présidente exécutive. Mon dernier poste, j'étais à la tête d'une des plus grosses firmes d'expertise médicale au Canada, directrice générale. Et là, je me suis dit, mais où sont les femmes ? Où sont les femmes? Et en fait, c'est vraiment dans mon propre parcours, dans le monde corporatif, que j'ai réalisé que j'ai commencé avec hommes et femmes, nous étions tous plus ou moins à nombre égal, sans me rendre compte que déjà dans les postes d'entrée, en fait, il y avait une inégalité des salaires. Ça, je m'en suis rendu compte plus tard. Mais en progressant moi-même, je réalisais que j'étais parmi les rares femmes qui arrivaient à progresser à ces niveaux-là. Et c'est là que je me suis intéressée à la question. Je me suis dit, mais comment se fait-il que moi, femme immigrante, avec un accent différent, sans réseau quand je suis arrivée ici, comment ça se fait que j'ai accompli ceci? Et que des femmes qui pourtant, a priori, avaient une longueur d'avance sur moi, étaient peut-être plus diplômées, certainement plus réseautées, avaient eu une vie plus stable et plus calme que la mienne. Comment se fait-il que ces femmes-là n'aient pas parvenu au même résultat? Et c'est là que j'ai fait des recherches plus poussées pour comprendre que seulement 5% des PDG du FP500, donc des 500 plus grosses entreprises au Canada, étaient des femmes. Et c'est là que je me suis dit, alerte, il faut que je m'assure que tout le monde se rende compte de la situation au Canada et que je fasse ce que je peux pour changer les choses. Ah, bravo. Alors dis-moi, mais à travers tout ce cheminement, j'imagine que tu as dû quand même rencontrer quelques résistances des hommes, non? Eh bien écoute, tu vas être surprise Dani, mais les résistances sont plus souvent venues des femmes que des hommes. Ah oui? Oui. Les hommes de mon réseau ont trouvé que mon idée était très bonne. Mon approche était aussi la bonne dans le sens où j'ai toujours prôné hommes et femmes travaillant ensemble pour l'atteinte de la parité, parce que je pense que pour être égaux, il faut être à deux. Je pense que également des organisations de femmes pour femmes, entre femmes, où il n'y a que des femmes, ça ne sert pas à grand-chose. C'est sûr qu'on peut, je ne veux pas parler en mal d'organisations qui font ça, parce que je pense que toutes ont leur utilité et je salue toutes les initiatives, mais je pense que c'est essentiel d'avoir dans la salle les vrais décideurs et souvent, si c'est 5% de femmes, c'est 95% d'hommes à la tête de ces entreprises. Ce sont également eux qui ont les cordons de la bourse et qui peuvent apporter un véritable changement. Donc, pas du tout de résistance des hommes, au contraire. Et puis, je te dirais, la résistance que j'ai pu connaître de la part de certaines femmes m'a surprise. D'abord, il y a des femmes qui m'ont dit, on n'a pas besoin de ça. Mais je disais, mais tu te bases sur quoi? Toi, tu as peut-être réussi, mais je te signale que tu es vice-présidente et non PDG,
que tu sièges au conseil, mais que tu ne présides pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on prenne conscience de ça. Et la petite déception que j'ai eue, c'est que des femmes qui m'avaient soutenue ont arrêté de le faire quand la gouvernance au féminin commençait à prendre de l'essor, que mon nom commençait à être connu. Et là, je me suis dit, c'est quand même étonnant parce que, en toute bienveillance, on voudrait élever les femmes. Et moi, les femmes que j'ai connues, les femmes que j'ai mentorées, les femmes que j'ai aidées et qui m'ont dépassé largement, mais je ne fais qu'amplifier leur rôle et leur succès parce que je suis admirative, parce que je suis inspirée et parce que je ne suis pas jalouse. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, des bâtons dans les roues, j'en ai eu, mais honnêtement, ça ne m'a jamais, même pas ralenti. Je n'y pense pas parce que je pense que le nombre de succès que mon équipe et moi avons pu connaître dans les 13, bientôt 14 dernières années sont tels que c'est sur cela que j'aime me focaliser. Donc, ça fait 13 ans que la gouvernance féminin existe. Alors, maintenant que tu as réalisé tellement de choses, c'est quoi, parce que tu es une fille qui ne s'arrête pas, évidemment, est-ce que tu as d'autres projets encore différents ou plus grands pour l'avenir? Écoute, des projets, j'en ai plein. C'est sûr que pour la gouvernance au féminin et notamment pour la certification parité, c'est que ça puisse devenir une norme mondiale. C'est déjà énorme que ce soit une norme aussi importante au Canada et aux États-Unis, que nous avons certifié parmi les plus importantes entreprises au monde. Et je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a tellement et en allant sur notre site web, elles apparaissent toutes, mais des fois je me pince parce que je me dis, c'est vraiment ce qu'on appelle les blue chip companies, des compagnies parmi les plus admirées au monde qui nous font confiance. Bon, j'ai donné quelques exemples, des FedEx, des Rolls-Royce, des Pfizer, des Couche-Tard, voilà, des Danone, des compagnies de partout dans le monde qui nous font confiance depuis tellement longtemps. Et il faut dire quand même que la certification que nous avons créée, on l'a fait avec le soutien de McKinsey et compagnie, donc quelque chose d'extrêmement robuste, solide et crédible, avec une réputation sans tâche. Et ces entreprises qui nous font confiance depuis tellement longtemps reviennent année après année. Donc ça démontre l'importance de continuer à se mesurer, de continuer à aller chercher les bons conseils. Et on travaille avec Accenture, Mercer et WTW depuis aussi de nombreuses années, parce que ça a été lancé en 2017, la certification parité, donc depuis lors, avec ces firmes de consultation pour donner les recommandations que ces entreprises vont mettre en place pour continuer à progresser. Alors, on a des entreprises qui progressent année après année, incluant beaucoup dans le domaine de l'aéronautique, des Bombardier, des Pratt & Whitney, des CAE, qui sont dans des domaines dominés par les hommes. C'est des domaines d'ingénierie. Et il y a beaucoup de femmes maintenant qui travaillent là. De plus en plus et en grande partie grâce au travail que ces entreprises font avec la gouvernance au féminin. Oui. Alors mon but, aujourd'hui, on a atteint le 1 million d'employés travaillant pour une entreprise qui a la certification parité de la gouvernance au féminin. Alors c'est assez énorme. Mais mon but, c'est de pouvoir lancer un petit peu partout dans le monde cette certification qui, je pense, est en train de changer la société et une entreprise à la fois. Et on se focalise sur les grandes et les très grandes parce que quand on a un client qui a 60 000 ou 80 000 employés, on sait que toutes ces personnes-là vont pouvoir bénéficier de cela. Mais on a également lancé auprès des PME parce qu'on sait que le Québec, le Canada, dans 95% plus même des employeurs sont des PME et on veut offrir ça à tout le monde. Mais sinon, le plus gros projet pour moi de vie, ça va être un livre que j'espère, pas j'espère, mais que je vais commencer en 2024, que j'espère terminer aussi en 2024, mais j'ai tellement de projets en parallèle que je ne sais pas, mais il paraît que d'en parler, c'est déjà une grosse étape, alors je commence à en parler, c'est tout nouveau. Ça, c'est pour moi le plus grand objectif, de pouvoir partager tout ce que j'ai vécu, le bon et le mauvais, et surtout toutes les leçons apprises, et pouvoir laisser ça comme un legs. Ah, ben alors tu m'amènes à ma question qui était, toi, Caroline, femme très accomplie, maman, d'enfants brillants, etc. C'est quoi pour toi
tu dirais une vie épanouissante? Une vie épanouissante, et je pense que là, je vais m'adresser directement à la caméra. Moi, je suis une femme que je considère très épanouie, très heureuse. Je pense que ça se sent, je pense que ça se voit. Mais ce qui fait mon bonheur, ce qui fait mon équilibre, n'est pas forcément le même pour tout le monde. Moi, une vie sans travail, sans accomplissement, ce n'est pas épanouissant. C'est indispensable que j'ai des projets, que j'ai des défis, que je fasse des trucs qui m'allument. Mais je pense que ce qui est épanouissant pour n'importe quel être humain, c'est d'avoir un certain équilibre et une harmonie entre toutes les sphères de sa vie. C'est-à-dire que oui, se lancer dans son travail, avoir des réussites, atteindre des objectifs qu'on se met et les dépasser, recevoir des reconnaissances, des prix, des trophées. Moi, ça me touche. J'ai même reçu un qui est un Lifetime Contribution Award, pour l'accomplissement d'une vie. J'ai dit, mais je pense que je suis trop jeune pour ça, mais je l'ai accepté avec joie quand même. Et tout ça, c'est génial, mais ce n'est rien si on n'a pas l'amour. Moi, j'ai quand même la chance de partager ma vie avec l'homme qui a été mon premier baiser quand j'avais 12 ans. Ce n'est pas avec lui que j'ai fait mes enfants, j'ai eu quelques autres maris ailleurs avant de revenir vers lui. Mais c'est aussi ça d'être épanoui, c'est d'avoir l'amour, c'est aussi d'avoir des parents qui, malgré leur âge, sont encore en santé. On prie pour que ça dure toujours. Et puis des enfants qui réussissent, des enfants qui sont encore plus allumés, plus accomplis, plus intelligents que je n'ai jamais été. Je trouve ça extraordinaire. Je suis dans une admiration infinie envers eux. Et puis des amis bienveillants, des amis présents. Oui. Contre vents et marées. Alors, en gros, c'est ça. C'est beaucoup et c'est rien. C'est tout. Voilà. Je crois que c'est beaucoup et beaucoup de gens aimeraient pouvoir dire la même chose. Et je le souhaite à tout le monde. Et comme je sais que tu es une femme très occupée, on va bientôt te laisser aller. Mais j'ai quand même une dernière question que personne n'échappe de tous les invités. S'il y avait un message très fort, puissant, que tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent, quel serait-il? Alors, un message qui, pour moi, est la clé de tout, c'est de croire en soi. C'est d'avoir confiance en soi. C'est de dépasser ses peurs, de surmonter ses craintes, d'avoir le courage et la résilience qui vont nous permettre de tout accomplir. Mais ça commence avec nous-mêmes. Ce n'est pas d'attendre que les autres nous respectent, ce n'est pas d'attendre que les autres nous fassent confiance, ce n'est pas d'attendre que les autres nous donnent notre chance. C'est de commencer par une réelle, profonde estime de soi, confiance en soi. Et après ça, il n'y a personne qui va vous résister. Regardez, on ne peut pas lui résister à ce charme. Alors Caroline, merci beaucoup. Merci Dani. Un plaisir, une joie pour une femme aussi épanouie, occupée que toi, d'avoir pris du temps. Alors j'en profite pour te souhaiter une bonne année. Oui, et à toi aussi. Et à vous aussi, une bonne année à vous tous. Ciao.